Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver ce soir après une petite trêve de 15 jours d'émission. On se retrouve donc pour évoquer bien sûr ce match, cette énième bouse produit par l'OGC Nice, mais changement de programme puisque Erwan, l'invité lillois, est un peu en retard naturellement. On a dû s'adapter, mais vous n'allez pas le regretter. J'en ai encore la transpiration sur le t-shirt. Puisque donc, vous l'avez reconnu, Alric est avec nous ce soir. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous, salut Romain. Je suis très content d'être là. Bon, ça me fait un peu chier de parler de ce match de Lille, mais vu le programme qui s'annonce, je suis très content d'être là et d'être témoin de ce qui va se passer. Très content aussi. Donc vous l'avez entendu, Romain est avec nous, alias Chouchou sur Twitter. Ça va Romain? Ça va et vous? Bah écoute, Très bien. très bien, très très bien. Je le vois Donc, dans vos yeux que ça va. Première partie autour de l'actualité de l'OGC Nice. On va revenir dans un premier temps sur le papier fait par Clément Brossard datant de lundi qui, même s'il n'est pas réellement rentré dans le vif du sujet, a quand même contourné un peu l'envie de renouveau de l'OGC Nice, surtout au niveau de l'encadrement et du board. Les gars, déjà, juste première impression, parce que moi j'ai retenu une phrase dans cet article-là, c'est peu importe l'issue de la saison, peu importe si on est européen ou pas, il y aura du changement à l'OGC Nice. Je pense qu'Alric, on est tous d'accord pour dire que ce changement est nécessaire pour le gym. Il est nécessaire, ça c'est une certitude, mais surtout il sera inévitable. C'est-à-dire que avec tout ce que tu devais mettre en place, tout ce que tu devais faire de bien, le pas en avant que tu devais faire avec l'arrivée de Galtier, avec tout ce que tu as pu faire cette saison avec une finale de Coupe de France, tout ça et pour l'instant ta saison, se révèle être, entre quelque chose de très moyen, voire un échec si tu finis pas européen, à mon sens. Donc il est clair qu'il faut que les choses changent et puis, je pense que le fait qu'on voit de moins en moins, Jean-Pierre River, depuis le début de la saison et encore plus depuis le 22 août où il a pris, des attaques de tous les côtés, quand il a décidé de venir, défendre son club en conférence de presse. Je pense que ça traduit, si tu veux, une espèce de tension, globale en interne. On le sait depuis le début, hein. Christophe Galtier, dès le début, quand il est arrivé, il s'est pris un peu le chou avec Julien Fournier en disant: «Mais c'est quoi cette merde? Il y a, il y a, il y a, il y a que de la classe biberon, il n'y a pas assez de joueurs expérimentés. C'est quoi ce groupe que je vais avoir, quoi?» Il a dû faire retarder le stage d'une semaine à Divonne pour avoir les joueurs qu'il voulait. Ça a été un peu tendu toute la saison. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à un point de non-retour parce que tous les scuds qu'a pu envoyer avec plus ou moins d'exactitude ce matin après la finale de la Coupe de France, ça traduit quand même que c'est pas tout rose. Et je serais pas surpris si on me disait même qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Jean-Pierre River et Julien Fournier. J'ai ouï dire, quand j'allais à Copéglon plusieurs fois dans la saison, qu'il y avait quelques tensions et quelques divergences dans l'interprétation du projet avec Ineos. Un voulait une équipe compétitive et expérimentée euh, pour être bien dans la saison, et l'autre voulait son petit trading et ses petits chèques de commission. Et là, forcément, ça peut plus coller, quoi. Alors, juste un petit point sur Julien Fournier, parce que c'est vrai que il est un peu la cible de nombreuses critiques depuis un certain nombre de semaines. Alors, il a sa part de responsabilité, au même titre que les joueurs, au même titre que Christophe Galtier dans cette saison. Merci pour les travaux, merci pour toutes ces années, merci d'avoir redressé le club, merci d'avoir recruté un certain nombre de joueurs qui ont performé chez nous. Mais comme on disait en off tout à l'heure avec Romain, le virage Ineos, pour réinterpréter une expression propre à la Formule 1, il a eu du mal à le prendre. Donc c'est, je pense, un bilan plus que positif, Romain, pour Julien Fournier. Oui, bah après, quand tu vois comment ils ont repris le club, dans quelles circonstances et où ils l'ont amené, tu peux.
tu peux être déçu de ce qui se passe depuis, ouais, 2 ans, peut-être 2, 3 ans, mais après tu peux pas occulter tout ce qui s'est passé, dans le passé, tout ce qu'ils ont fait pour le club. Si aujourd'hui on en est là, c'est quand même grâce à eux. Heu, Si aujourd'hui on a des investisseurs costauds, c'est grâce à eux parce que c'est quand même le duo qui nous les a ramenés. Donc tu peux pas lui en vouloir, sur tout ce qu'il a par rapport à tout ce qu'il a fait. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le projet, donc on va en parler, va prendre un virage plutôt costaud et je pense pas qu'il soit taillé pour, tu vois rire, Non, mais parce tu que. connais deux trois Non, non, trucs, non, mais, non, non, mais mais je te laisse y aller après, mais. ouais, non, mais oui, non, mais après, voilà, moi, je le vois pas continuer. Maintenant, encore une fois, ça là-dessus, je sais pas si, s'il va rester, s'il va partir. Peut-être que Ineos va continuer à lui faire confiance et peut-être qu'il va nous étonner, parce que c'est possible aussi. Hein. De toute manière, dans ce club, tout est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la première phase du projet, en tout cas, pour moi, elle n'est pas réussie du tout. Et je pense que la finale de la Coupe de France et la désillusion du podium, etc., fait que, ouais, il y a un changement de stratégie qui va s'opérer. Donc, il n'est pas impossible que Julien Fournier reste au club la saison prochaine. Moi après, perso, enfin voilà, je vais pas tout déballer non plus, mais moi, comme je l'ai entendu, pour moi, c'est juste une interprétation, encore une fois. Pour moi, il sera pas là l'année prochaine. Mais s'il faut, j'ai une interprétation qui est faussée par rapport à une envie. Mais pour moi, en tout cas, l'année prochaine, ce sera sans lui. Mais encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. Et, mais voilà, c'est juste de l'interprétation en tout cas. Oui, après, Aucune on peut avoir la certitude. mémoire courte, comme tu disais, Pancho, par rapport à tout ce qui a été fait avant, parce que effectivement, bah, sans ce duo et sans Julien Fournier, qui a fait quand même beaucoup de choses, notamment dans la gestion financière du club, on n'en serait pas là. Maintenant, j'ai tendance à dire qu'il faut parfois arrêter de regarder toujours le passé. Tu sais, cette fameuse phrase qui nous a été répétée quand même je ne sais combien de fois, on sait d'où on vient. Oui, Mm. ben, on sait. Maintenant qu'on le sait, on peut regarder devant. Et je pense que déjà qu'on a eu 30 mois difficiles, 3 saisons difficiles, lorsqu'il y avait Evira et après Urcea, je pense qu'on est quand même en droit de demander, alors à notre petit niveau, hein, que le projet Ineos, s'il existe, démarre réellement. J'ai eu tendance à penser, et je le pense d'ailleurs, qu'il a démarré avec l'arrivée de Galtier. Bon, il est clair que malgré l'arrivée de Galtier, pour l'instant, c'est un échec. Mm. C'est un Mais, Ouais, échec. ouais, mais c'est qu'une première année. C'est qu'une première année, mais comme on l'a dit, tous, et je l'ai répété sur Twitter, tous ont leur part de responsabilité à leur niveau de ce que j'appelle une saison échec. Parce que ben, samedi, tu peux être septième, tu n'auras pas de Coupe de France, pas de Coupe d'Europe. C'est totalement raté alors que tu as été sur le podium les 3 quarts de la saison. Et, quand je dis tous ont leur responsabilité, quand tu vois la composition qui est alignée en finale de Coupe de France, alors que 24 heures avant, dans un interview Eurosport, Galtier t'explique qu'il a compris qu'il avait peut-être déréglé l'équipe en faisant jouer Amine Gouiri de manière inattendue sur ce côté gauche. Mais quand en finale, il te remet ces 4 fantastiques sans Kluivert et avec Dolberg devant, tu dis, mais alors le monsieur a compris ou il n'a pas compris? Comment ça se passe? Donc voilà. forcément, ils ont tous leur part de responsabilité. Et force est de constater que pour l'instant, la première année du vrai projet Ineos, bah, pour l'instant, c'est un échec. Mm. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur tous les points. Après, voilà, c'est juste pour dire que moi aussi, hein, je suis totalement d'accord que je déteste cette phrase, il faut se souvenir d'où on vient et tout, parce qu'au bout d'un moment, il faut avancer. Et puis, on a quand même des ambitions qui sont bien plus à la hausse qu'à l'époque. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur. Après, moi, je parle juste voilà, sur Fournier que il ne faut pas qu'il y ait un déferlement pas de haine, mais voilà, c'est juste dans son bilan global, c'est comme un peu un palmarès entre guillemets, mais Bah, on c'est peut son quand même palmarès, mettre que, ouais, c'est son voilà, palmarès. que le début a été très prometteur, qui nous a fait quand même bien vibrer. On a franchi les paliers, comme ils l'ont dit au départ, on va franchir les paliers petit à petit.
Bon, bah, au final, on les a franchis, c'est pas lié. Et aujourd'hui, pour moi, ouais, la marche semble un peu haute pour Fournier, mais encore une fois, je peux me tromper. S'il reste, s'il faut, il va nous étonner. Et voilà, donc, mais voilà. Mais alors, admettons, dans un monde parallèle, Fournier reste une saison supplémentaire. Galtier reste parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il a peut-être plus de chances de rester que Fournier. On est d'accord que c'est la saison prochaine, c'est l'année, on va dire, qui tout double. C'est-à-dire que soit tu fais une grosse saison et tu te rachètes de cette année gâchée, ou soit les deux sortent. Je, Moi, je pense que ça va être sur les 2 prochaines saisons. Mais l'année prochaine, c'est sûr et certain, faut pas se foirer. Il faut pas, enfin, il faut avoir l'Europe. Voilà, l'année prochaine, l'objectif, et de toute manière, c'était l'objectif aussi cette année, mais l'année prochaine, il faudra avoir coûte que coûte l'Europe. Mais après, je pense que le bilan sera fait réellement sur 2 ans. Galtier arrivera aux 3 ans de contrat, et là, je pense que le premier vrai bilan sera fait au bout de 2 ans. Enfin, 2 ans en plus, quoi. Donc ça voudrait dire que ce serait la vraie première fois qu'on entame un projet sur 3 ans. Ça fait 10 ans qu'on entame des projets sur 3 ans. Et là, ça... Moi, je dis 2. J'ai dit 2 ans, Ouais, et mais pas par 3. rapport à celle de cette année, en plus. Ouais, non. Bah, après, pour moi, le virage qu'on va prendre cette saison, enfin la prochaine saison, pour moi, c'est là où on va commencer à tâter Ineos, en fait, à tâter les bienfaits de Ineos. De la Donc, puissance. Ouais. voilà. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Romain? Vous n'êtes pas prêts. Alors, Vous alors, n'êtes vraiment pas prêt. J'ai chaud. ouais, ouais. Il nous en a parlé en off. J'ai chaud. Mon t-shirt, il dégouline, j'ai C'est, chaud. Moi aussi, hein, j'ai très chaud. Donc, alors, pour reprendre un peu tout rapidement depuis le début, bon, Alric a bien résumé le truc du début de saison. Galtier échaudé par rapport à Fournier, autant que ça a pris pour avoir les recrues. Mes premières étapes, c'est que le mercato d'été a été. Galtier était très content de son effectif. Donc, après, il s'est passé le fameux mercato d'hiver, où là, en fait, les tensions, elles ont été beaucoup plus grandes, parce que, pardon, j'ai oublié un détail important. River, avant l'arrivée de Galtier, voulait que Ineos investisse plus et pour avoir des joueurs plus expérimentés. Fournier et Radcliffe, qui sont très proches. Bob, Bob précis. ou Jim? Ouais, Bob, Ouais. hein, pardon, Bob. Fournier et Bob n'ont pas voulu. Ils ont voulu rester dans leur ligne de conduite. C'est pour ça que River, on a tous dit, ouais, il commence à être fatigué, il commence à en avoir marre. Non, c'est pas qu'il en a marre du club ou qu'il est fatigué, c'est qu'il n'était pas en adéquation avec le projet que voulaient prendre Fournier et Bob. Donc, mais le mercato estival se passe bien, Galtier est content. Mais voilà, comme il a dit Galtier, ou comme on a entendu dans la presse, je crois, il a quand même constaté quelques manques. Et ces manques, Galtier voulait que ça soit réparé pendant le mercato d'hiver. Mercato d'hiver, on connaît tout ce qu'il y a eu. Et en fait, voilà, là, les grosses tensions ont commencé à apparaître. River pas du tout en phase avec Fournier et Bob, Galtier encore moins. Donc du coup, en fait, à l'intérieur du club, il y a deux clans. Il y a le clan River Galtier et le clan Fournier Bob. Et donc, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Baisse dans le championnat, perte de la finale de Coupe de France. Et donc, du coup, c'est pour ça que à ce jour, il y a des audits un peu de partout, avec Galtier, avec Fournier, avec River, faites par David Braceford, je ne sais pas comment on prononce. Et donc, et là, c'est pour ça que j'ai mis en photo de profil Twitter ce bon River, parce que River, il nous en sort toujours une. Et en fait, ce qu'il a demandé, bah, je le fais en gros, hein, ce qu'il a demandé directement à Jim Ratcliffe, c'est d'avoir plus de moyens. Donc, il a fait tout on va dire entre guillemets, un business plan, et donc pour avoir plus de moyens. Aujourd'hui, Jim Ratcliffe, il faut savoir que c'est pas parce que son frère est à Nice qu'il va avoir tous les droits, parce que, donc ça, je le confirme à 100% non, parce que je suis pas dans le club, mais avec une forte certitude, la première tête à tomber, c'est Bob Ratcliffe.
Donc Bob Radcliffe ne va plus être au club et donc sera remplacé apparemment par quelqu'un de beaucoup plus compétent à son poste. Deuxième chose, Fournier, c'est pour ça que je ne sais pas encore à l'heure actuelle s'il restera ou pas. C'est l'épine du projet, enfin ça devient l'épine du projet Fournier. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Bob Radcliffe a très peur de son frère. Et ils n'ont jamais rien demandé. Et pour le mercato d'hiver, ce qui s'est passé, c'est que Galtier a demandé des moyens à Julien et Bob. Mais en fait, eux ne sont jamais allés demander à Jim ses moyens, quoi, qui donnent une rallonge financière. Parce que Bob, en fait, il a voilà, peut-être un complexe d'infériorité, je sais pas, mais il a assez peur de son frère. Donc, du coup, il n'y a eu aucune rallonge, donc les tensions. Et donc la première tête qui va tomber, c'est Bob Radcliffe. Fournier, derrière, je ne peux pas savoir donc s'il va rester ou pas, parce que la seule chose que j'ai entendue, c'est Fournier, pour lui, ça va être compliqué. Donc après, c'est pour ça que moi, mon interprétation, c'est qu'il ne restera pas. Mais après, je peux avoir une mauvaise interprétation et ça va être compliqué. Ouais, peut-être que ça va être compliqué parce qu'il va avoir plus de pression, donc je ne sais pas. Donc ça, là-dessus, je ne pourrais pas dire. Et par contre, donc c'est là où il y Donc, a tout qui prend son... juste, je te Oui, coupe, Romain, qu'on fasse juste vas-y. déjà un petit point Ouais, 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 pas de sur cette souci. information-là. Mais est-ce que, enfin, Alric, par rapport à ça, est-ce que ça légitime un peu la sortie dans la presse de Galtier, justement, qui voulait, donc il y a peut-être une semaine ou à l'issue de la finale de la Coupe de France, évoquer, enfin, parler directement avec Jim Ratcliffe, justement, pour, vu sous cet angle-là, avec les informations qu'on a, est-ce que ça légitime cette sortie-là? Voilà. Bah, la sortie, il faut la remettre dans son contexte. Elle est après la défaite en Coupe de France, mais elle est aussi en corrélation avec toutes les difficultés qu'il a eues après le mercato d'hiver, qui n'a pas été celui qu'il espérait. Nice Matin a quand même sorti cette phrase qui a été échangée entre Olesiak et Galtier. On est deuxième au mois de mars, on prétend jouer la Ligue des Champions, on ambitionne de jouer la Ligue des Champions, pardon, et on se renforce avec un remplaçant de Angers. Alors, j'ai absolument rien contre Brahimi, c'est un peu lui la tête de Turc en ce Ouais. moment, parce qu'il cristallise justement ces tensions et le fait qu'on se dise, putain, on s'est renforcé avec un jeune de 20 ans qui a 3 matchs en Ligue 1 qu'on a payé 7 millions. Donc c'est sûr, ça cristallise un peu le truc, tu vois, ça fait un peu l'effet Srarfi au Badi, tu vois. Du coup, mais absolument rien contre Brahimi. C'est peut-être un joueur d'avenir, on ne sait pas, bon bref. Mais forcément, quand tu vois que tu pas écouté pendant ton mercato d'hiver, que l'équipe régresse, parce que l'équipe a vraiment régressé. Quelle est la part de responsabilité de Galtier? C'est le fait de s'être entêté à vouloir absolument marquer des buts avec ses 4 fantastiques devant, ça n'a jamais fonctionné. Est-ce qu'à un moment donné, il a voulu un petit peu montrer, montrer les lacunes de son effectif et de son système et un peu se saboter? Je le mets entre Et guillemets. aussi peut-être donner du temps de jeu à Dolberg pour augmenter sa valeur marchande en vue d'une prochaine Ça, vente. j'en sais rien, parce que je pense pas que Galtier soit quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est finance, machin truc. Non, lui, ce qu'il veut, c'est une équipe compétitive. Mais est-ce qu'après, il s'est pas un peu saboté? Je l'utilise entre guillemets, parce que ça serait très grave de dire oui, et j'en ai strictement aucune idée. Donc voilà, tous ces éléments font que Galtier, au bout d'un moment, il vient de perdre la Coupe de France sans que son équipe l'ait jamais joué. Il en est partiellement responsable aussi, faut pas l'oublier, parce que bon, il a quand même pas mis l'équipe la plus adéquate pour disputer cette finale, mais il en reste que, voilà, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est frustré. Faut pas oublier que Galtier, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt bon communicant, tellement bon communicant qu'il n'hésite pas à sortir la sulfateuse. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Il y en a qui considèrent qu'il joue beaucoup avec son image, il essaie d'avoir un peu une image de quelqu'un de sympathique, tout ça, que tout le monde aime bien. Voilà. Donc oui, ça m'étonne pas cette déclaration. Après, il s'est permis de la faire parce qu'il sait très bien qu'il a de très bonnes relations extra-sportives avec Fournier. C'est quelqu'un qu'il apprécie énormément, qu'il respecte énormément. Et c'est aussi pour ça qu'il a signé à l'OGC Nice à la base. On se rappelle ce qui était sorti dans la presse lors de son arrivée, c'était que l'OGC Nice était en ballottage entre deux entraîneur. Un, dont on n'a jamais su qui c'était, mais lorsque Fournier en a parlé à Galtier, il lui a dit jamais de la vie tu le feras. Et le lendemain, c'était Galtier qui était choisi.
Donc il y a eu aussi un petit jeu, si tu veux, comme les deux se connaissaient bien, il y a eu un petit jeu d'intox. Et voilà, les deux devaient être contents de travailler ensemble. Bon, forcément, des fois, tu es très bon ami avec quelqu'un dans la vie et tu l'es beaucoup moins quand tu dois bosser. On a tous connu peut-être ça dans nos vies respectives. On n'est pas tous très bien connectés en fonction des domaines dans les domaines dans lesquels on est et avec qui on travaille. Bah, c'est ce que disait Pseman un peu plus tôt dans le live, hein. J'ai vu ton commentaire. C'est sans Fournier, peut-être que tu ne fais pas venir Galtier, mais en même temps, force est de constater qu'après un an, il y a des divergences qui sont concrètes sur le projet Ineos. Pseman nous dit aussi c'est Bob et Fournier qui marquent pas depuis 15 matchs aussi. Ça, c'est ça, c'est un autre débat. Ça me permet de revenir sur une interview que j'ai vue hier, enfin, que j'ai vue hier, mais qui date du 6 mai, donc la veille de la finale, où il dit, à un moment donné, ça marchait bien. En première partie de saison, ça marchait bien, voire très bien. Et moi, j'ai voulu faire mieux. Et vous connaissez peut-être cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que parfois, vouloir faire mieux, tu fais moins bien. Et peut-être qu'en voulant faire mieux, il a voulu tester une autre combinaison. Et l'autre combinaison qu'il a testée, c'est de mettre les trois attaquants, les quatre fantastiques, donc les trois attaquants, Gouiri, Dolberg et Delors, plus Kluivert. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Le problème, c'est qu'il s'est entêté. Et donc, le souci, c'est que comme il s'est entêté, il le dit en noir sur blanc, il le dit, j'ai peut-être déréglé mon équipe. Et en déréglant mon équipe, j'ai certainement déréglé Amine Gouiri, qui marchait sur l'eau, qui n'avait pas besoin de faire autre chose que ce qu'il savait faire. Donc voilà, mais Galtier reconnaît ça. Après, ce qui est perturbant quand il fait cette déclaration le 6 mai sur Eurosport, c'est que le 7 mai, il remet Gouiri sur la gauche. Donc tu te dis, bon, le mec, il a compris, mais il s'entête quand même. Du coup, à quel moment il nous prend pour un con? Non, alors pour le coup, je pense qu'il a vraiment bégayé. Et il le reconnaît. Il s'est entêté à vouloir mettre peut-être sur le papier ses meilleurs joueurs offensifs sans penser vraiment au dispositif, à l'animation et en se disant bah, de toute façon, Gouiri, c'est un phénomène, c'est une pépite et puis il arrivera à s'en sortir même s'il joue sur un côté. Parce qu'on parle que des 4 de devant, mais à un moment donné, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais notre doublette Lemina-Rosario qui fonctionnait très bien en Ouais, première, ils ont eu un moins bien. ils ont eu un gros coup de moins bien à Et tel point qu'ils ne pouvaient plus jouer ensemble. Et je pense que c'est là où on parle de dérèglement de l'équipe. Je pense mais que au-delà de la défense, ils ont subi aussi l'émergence de Thuram, je pense, à ce poste-là, hein. Ah bah eh si. oui, oui, mais pas au point d'être totalement déréglés. Parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus jouer ensemble du tout quand ils étaient alignés ensemble. Donc je pense que le dérèglement arrive pas. Alors en défense, non, parce qu'en défense, ça a toujours été un peu compliqué avec les latéraux et la défense centrale qui était indéboulonnable. Mais je pense que le vrai dérèglement de l'équipe, c'était dans l'entrejeu, au milieu de terrain. Eh bien, à vouloir changer certaines choses devant, il a déréglé au milieu de terrain, il a déréglé ses mecs de devant, et il a plus su remettre les choses à l'endroit. Hmm. Ça a duré jusqu'à maintenant. Ça n'explique pas la pauvreté dans le jeu qu'on a pu voir en première partie de saison, mais au moins tu étais Hmm. efficace si tu avais de la réussite. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. On a beaucoup parlé des offensifs, mais moins de la paire au milieu de terrain qui fonctionnait. Avant de te donner la parole, Romain, j'en profite pour saluer Skito et te remercier pour ton 10e mois. Ami nantais, hein, comme quoi on n'est pas du tout, Si, si, moi je suis on n'est pas du tout rancunier. c'était profondément moi. Romain, je te redonne la main Je vais le pour. ban, Schizo. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le ban. Non, faut être gentil avec les petits canaris. Donc, ouais, j'en étais que donc Bob, ciao ciao. Donc, il va être remplacé par une personne dont je connais pas le nom. Fournier, on sait pas. Après, comme je disais, c'est mon interprétation. À vous de faire la vôtre et puis surtout, on va vite le savoir. Et donc, voilà, pour finir avec ça, le projet donc, va totalement changer on va dire, de dimension. Dans un premier temps, ça va se passer en deux étapes. C'est pour ça que je disais sur 2 ans qu'il y aura un bilan qui serait fait, je pense, hein, parce que ça a l'air d'être assez logique. Donc, normalement, cet été, on va avoir une puissance financière qui va être un peu plus importante que les années précédentes. Donc ça devrait être aux alentours de la centaine de millions.
Donc, on devrait faire un x2. Après, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est voilà, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu. Donc, voilà, je veux pas donner des étoiles plein les yeux à tout le monde, mais moi, pour moi, j'en suis quasiment sûr que ce sera du x2. Et ensuite, donc, parce que par rapport à ça, je peux pas tout dire, je suis désolé, et il y en a peut-être certains qui sont déjà au courant dans cette émission, mais comme ça, vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir et qui vont vous envoyer des messages. Et, mais en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer entre River, Jim Ratcliffe, Galtier. Galtier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est adoré de Ineos. Donc Galtier, dans tous les cas, lui, son poste n'est pas menacé, à moins qu'il décide de se barrer, mais ça m'étonnerait par rapport au futur. Mais donc, première année, on devrait avoir un budget transfert qui va largement dépasser ce qu'on a eu l'habitude de voir, donc aux alentours de 100 millions. Et par contre, c'est la deuxième année où là, on va rentrer dans une sphère qui sera totalement différente, avec des moyens qui seront beaucoup plus importants. Et là, voilà, je pèse pas mes mots parce que c'est beaucoup plus important. Je peux pas donner le montant officiel parce que je ne le connais pas. J'ai juste entendu des bruits, mais je préfère pas le dire parce que, imaginons, il y a tout qui capote. Vous allez me voir au stade, vous allez me faire la gueule. Donc, c'est pas le but. Mais en tout cas, voilà, le projet, c'est pour résumer, ce mercato d'été, on va plus investir sur des joueurs, on va dire, on va certainement avoir des jeunes à fort potentiel, comme ils adorent nous dire, mais on va avoir beaucoup plus d'expérience et avoir une manne financière qui sera plus importante. Mais par contre, dans 2 ans, le projet jeune ambitieux, enfin jeune pépite, etc. Peut-être qu'il y en aura, mais ce sera vraiment très léger. Mais par contre, on aura du gros calibre. Et c'est voilà, pour moi, le projet Ineos, il prend vie là aujourd'hui. Et de ce que j'ai compris aussi, cette défaite en Coupe de France, c'est un mal pour un bien par rapport à tout ce qui va se passer dans le futur, parce que c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de Jim Ratcliffe, de Ineos en gros, comme quoi, bah voilà, il fallait avoir quelques investissements en plus pour pouvoir performer, jouer la Ligue des Champions, parce qu'il faut savoir que Ineos, pas en a rien à foutre de la Ligue 1, mais quasiment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rayonner sur la scène européenne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que Nice ne fait pas. Et la seule année où on y a été, bah, malheureusement, on n'a pas trop rayonné, quoi. Bah, Donc, tu es obligé de passer par la Ligue 1 pour être en Coupe d'Europe, hein. oui, mais disons que eux, demain, tu finis deuxième, troisième, ils vont être contents, mais ils vont pas être contents du classement. Ils vont être juste contents que tu es en Ligue des Champions, quoi. Que tu sois en Ligue des Champions. Donc, après, gagner une Coupe de France, forcément, tu gagnes un trophée, donc là, ils sont contents. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi Jim Ratcliffe, il se montre jamais dans les petits matchs, etc. Il pourrait venir, hein, c'est pas, il habite pas très loin, il est souvent sur Monaco. Bon, voilà, c'est vraiment le rayonnement à l'Europe qui, lui, l'intéresse au plus haut, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, moi, encore une fois, de toute manière, tout ce que je suis en train de dire, ça va pas être en off, hein. Tout ce que je suis en train de dire, c'est en train de se dérouler à l'intérieur du club et c'est ce qui va ressortir donc d'ici, je pense, quelques jours, quelques semaines, avoir le nouvel organigramme et certainement la nouvelle direction que va prendre le projet. Après, encore une fois, on connaît River, on connaît Fournier, s'il reste, on connaît le fonctionnement de notre club et je pense que les chiffres ne sortiront pas. Mais on le verra par nous-mêmes de toute manière que on a une latence plus grande pour les recrutements et ça commence dès cette année, mais vraiment là où, et vous comprendrez peut-être pourquoi sur 2 ans, mais la deuxième année, ça devrait être pas mal. Donc, on récapitule. L'année dernière, déjà, Ah, le merc... excuse-moi, Pancho. Je viens de voir, en fait, il y a quelqu'un qui dit un truc et c'est plutôt bien. Il parlait du rachat de Chelsea Ouais, je viens de le à voir aussi, avorter. Turkel effectivement. Pop. Apparemment, ouais, ça a joué en fait, un petit peu quand même. Disons que le projet devait évoluer, mais le rachat de Chelsea, quand on a vu les sommes, enfin quand ils ont vu les sommes, quand River a vu les sommes,
ça a un peu joué dans la balance aussi pour aller vers l'impossible comme aime bien faire River et titiller un peu Ratcliffe par rapport à ça et en disant, on connaît les sommes, maintenant, voilà quoi, si tu pris l'OGC Nice, c'est peut-être pour faire quelque chose de bien aussi quoi. Voilà, L'année dernière, on avait dépensé combien au mercato estival? ouais, une cinquantaine, hein. Donc là, on serait sur une centaine de millions d'euros estimés au mercato d'été. Mmh. Et est-ce que je peux employer un peu l'expression, l'allusion que tu as pu faire avec un autre club européen en off ou pas? Pas encore. Je Pas suis encore. désolé. Ok, Ouais, ok, je ok. suis désolé. Et on Hmm. avait dépensé plus, excuse-moi, hein, je vous coupe un peu la chic, on avait dépensé plus de 50 millions lorsque Ineos arrive la première année. Ouais, il me semble que c'était une soixantaine de millions d'euros C'était quand même aux alentours de 70-80 millions. à 70-80. Oh, la première année? Ouais, parce que tu achètes Dolberg à 20, tu achètes Mmh, Claude Maurice à 15. euh, Ensoki? Non, pas la première année. Ah, si, la première année. Si, à 12. c'est Euh, Ensoki, ouais. Il y en avait un autre encore. Bon, je sais plus. Tu fais des trucs. Moi, il me semble qu'on est toujours resté aux alentours de 50-60, Ouais, non? 50-60, hein, c'est un peu la base, hein. C'est un peu la base. Mais Mmh, question, est-ce que avec ce budget-là, qui est déjà, à mon sens, conséquent pour l'OGC Nice, même point de vue Ligue 1, est-ce que avec un directeur sportif comme Julien Fournier, ou directeur du football, appelez-le comme vous voulez, est-ce que ça vous rassure de se dire que peut-être qu'il aura une enveloppe de 100 millions d'euros en main et qui va gérer le mercato? Parce que, ok, plus d'argent, mais si derrière on a la même incompétence dans certains recrutements, l'argent ne fait pas tout. Ah ben, on le disait en off, hein, c'est pas parce que tu as l'argent que tu sais t'en servir. Mais justement, je pense que la première question à se poser, c'est qui va gérer le sportif? Aujourd'hui, ça reste un point d'interrogation. c'est ça. Mmh. Moi, je pense que et je le redis, pour moi, Fournier, c'est juste un avis personnel, comme, je le disais tout à l'heure, s'il faut, il va rester et puis il va nous impressionner sur le recrutement. Mais pour moi, il y a plusieurs choses parce qu'après on parle de Fournier, mais Fournier, c'est pas celui non plus qui va voir les joueurs, enfin, qui détecte les joueurs, enfin voilà quoi. Donc pour moi, il y a plusieurs, dysfonctionnements, au club et Ineos apparemment le pointe du doigt aussi. La cellule de recrutement, ça a très bien marché quand on n'avait pas beaucoup de budget et maintenant qu'on a plus de budget, ça marche beaucoup moins bien. Donc, je veux bien que Fournier, bon, bah, voilà, pour moi, il soit pas taillé pour avoir cette manne financière et encore une fois, je peux me tromper, mais après, il n'est pas forcément aidé parce que, aujourd'hui, des joueurs comme, Svitanic, c'est tout con, hein, mais Svitanic, Boteach, bah, par Jean-Michel rapport à notre Seri. budget, putain, série. Enfin, voilà, par rapport à Esric, hein, même, parce qu'après, bon, il a fait un très bon début avec nous. Bon, après, il a eu plus de Balotelli, mal. Mais l'année où on finit troisième, Balotelli, Balotelli Nantais, hein. bah, qui? Hmm. Oui, 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 voilà. Donc, Ricardo mais Pereira, après, d'Albert, moi Paul Bess, c'est un bon voilà, et c'est quand on recrutement. n'avait pas, et c'est quand on n'avait pas de budget. Donc, et aujourd'hui, bon, bah, j'ai l'impression que c'est plus dur de travailler avec du budget et je pense que la cellule de recrutement, elle suit pas le train Ineos. Je reprends le terme du train. Bah, déjà, tu as un problème quand aujourd'hui, je pense que tu as un problème depuis qu'Ineos est devenu ton propriétaire, c'est que tout le monde sait ce que c'est Ineos. Tout le monde sait ce que ça représente. Donc forcément, un joueur qui vaut sur le marché, je vais dire une bêtise, 5 millions, quand l'OGC Nice arrive, ben, il en vaut plus 5, mais il en vaut 10. Mm. Ouais, c'est vrai. Hmm. Et Parce ça va que être le tout le monde cas sait que tu as maintenant dans le l'argent. futur. Tout le Beaucoup monde sait que tu plus. as l'argent, tu peux plus te cacher. Donc tu peux pas faire ah ouais, mais on n'a pas de moyens, donc bon bah ce sera pas 5 mais 4,5. Non, on sait que tu peux le payer. Donc aujourd'hui tout est faussé par rapport à ça. On regarde. Après, il y a des super coups que Fournier a fait en termes de vente aussi, parce que Ganago 6 millions à Nantes, À Lens. jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru. Et c'est aussi en ça qu'il est fort Fournier, c'est que il lâche jamais dans les négociations. Et pour avoir reçu dans Copeglo un ancien joueur devenu agent, un joueur que vous connaissez bien, brésilien,
J'ai posé la question, j'ai dit comment Fournier, quand on n'est plus joueur, enfin, quand tu l'as pas connu en tant que joueur, mais quand on devient businessman au sein du club, comment ça se passe avec Fournier? Et c'est pas le premier qui le dit, que j'ai entendu dire, mais il a dit, il lâche pas l'affaire. Tu peux pas faire d'affaires avec Fournier. C'est impossible. Il lâche pas l'affaire. C'est un requin. Tu sais quoi, je pense que si s'il était amené à rester directeur du football à l'OGC Nice, il va gratter l'option d'achat de 2 millions sur Boulka. Genre c'est... Alors je crois que Romain, il y a de nouveau le problème qu'on avait tout à l'heure en début d'émission. Euh, Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Donc je coupe ton micro dans un premier temps. Et si tu pouvais juste refaire la manip de tout à l'heure afin qu'on ait un son audible, ce serait cool. Waouh. Et encore, il y a des choses qu'il a pas dit que c'était que en off. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, globalement, juste pour faire un récap pour celles et ceux qui viennent de débarquer. Romain, de par ses informations, ne sait pas encore si Julien Fournier sera le nouveau directeur et toujours le directeur sportif, le directeur du football de l'OGC Nice. Première information. Deuxième information, Jean-Pierre River, apparemment, ça reste. C'est mieux ou pas? C'est parfait. Alors juste, je remets ta tête, comme ça au moins on est bien. Donc deuxième ou troisième information, je ne sais plus exactement où j'en étais. Jean-Pierre River, vraisemblablement, ça reste. Ok. Oui. Euh, Bob Radcliffe, out. Donc en attente d'une nouvelle personne Out de out out du du. club, de l'organigramme. Voilà. De Moi, j'ai une petite l'organigramme. info sur le remplaçant de Bob Radcliffe. Ah bah alors là, si tu peux nous faire croquer, Non, Romain, non. t'es... Il y a, il y a un mec qui a fait un communiqué il y a pas longtemps, là. Bah, Louis Et, Courtois. Noé Foot. Oh non. Non, je plaisante. Non, mais ça va. Après, c'était tellement Ah, ridicule bah, que je moi, suis je obligé préfère de le dire. l'attaquer parce Je que suis désolé. Ah, le moi, tour... Ouais, non, mais je veux pas Vraiment, ce qui, l'attaquer ce qui- ce qui provoquer s'est parce que. ça ce qui s'est ridicule. pris, ce Donc, qui s'est pris dans la tête, j'ai voilà. même pas envie Et de... justement, moi, je pense que le problème, c'est que ce qu'il a fait était pas très, très intelligent, mais je le dis sans aucune condescendance et sans aucun mépris. Ce qu'il a fait n'était pas intelligent. Pourquoi? Non, Parce qu'il l'a fait sur Twitter et que Twitter, c'est la jungle. Tu te fais défoncer si tu fais ça. Alors moi, je pense qu'il est très gentil comme garçon, mais le move qu'il a fait mais était bien pas sûr qu'il doit être gentil. Il doit être gentil, mais après, voilà, t'as il est pas le très droit de faire sympathique, ça, hein. comme on dit souvent. Ouais, mais j'imagine, je le connais pas, donc. Mais par contre, je juge pas l'homme, hein, loin de là. Non, c'est le Mais je move. Le juge. move n'était pas intelligent. Ouais, ouais. Et puis, à la limite, tu fais ça sous le ton de l'humour. Moi, mais c'est pas de l'humour là, ce qu'il a fait. Mais je pensais que c'était de l'humour et j'espérais que ce Mais, soit de l'humour, mais mais c'est, c'était sérieux. mais c'est pas de l'humour. Moi, franchement, demain, je me fais attaquer comme ça sur Twitter parce que je dis que j'ai envie de devenir directeur sportif. Enfin, je dis n'importe quoi, hein. Mais après, je dis, même si c'était pas de l'humour à la base, je dis, oula, les gars, second degré. Mais là, en aucun cas. Il croit vraiment que le club va prendre une nouvelle direction avec lui. Après, il a le droit d'avoir ses rêves, hein, chacun a ses rêves. Mais ne les balance pas comme ça, c'est con, mon Dieu. Donc, en Mais général, après, voilà. quand tu sais que ça peut être le cas et que tu bosses pour ça, en général, tu l'annonces quand c'est fait, pas quand tu Ouais, ouais. Ouais, et puis tu annonces des trucs crédibles. C'est comme si moi, demain, je te disais que j'allais racheter l'OGC Nice. Vous inquiétez pas, je vais faire venir du monde au stade et puis je vais. Enfin, non, c'est n'importe quoi, c'est pas du voilà, tout crédible. le move était pas intelligent, mais aucune attaque envers lui. Il faut surtout. Non, non, non. Envers la personne, pas du tout, parce que je le connais pas. Mais voilà, s'il a vent de ce que je dis, voilà, j'ai trouvé ça très con. Ouais. Voilà. Merci Axel pour ton sub à la chaîne, en hommage à Noé qui a pris une foudre pendant quelques jours assez monumentale. Pas grand chose à dire si ce n'est que il y a un jeu qui s'appelle Football Manager et qui est super bien où tu peux faire ton recrutement, J'adore tu plus. peux être directeur sportif et t'as pas besoin de raconter n'importe quoi Avec sur. l'avantage que quand tu perds la Coupe de France, tu peux racheter et recommencer. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Euh, Donc, j'ai juste, voilà, récap. River, ça reste. Fournier, pour l'instant, on ne sait pas. Bob Radcliffe, out de l'organigramme. Et dimension, on va dire, Ineos qui prend un virage conséquent dès cet été, avec des investissements conséquents.
Romain, tu nous as parlé de quelques joueurs. Là, on va parler un peu mercato sur le départ. Alors, le premier Ouais. joueur. Ah, Ouais. Ah, bon. Les non, voca- vas-y, je t'entends. Ah, bah, oh non, mais la technologie. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. La technologie, c'est quelque chose de Ah, très grand. est-ce que tu nous fais croquer de rumeurs par rapport à certains joueurs qui devraient quitter le club? Alors, dans les rumeurs des joueurs qui doivent quitter le club, donc il y a rien de, bon, il y a rien de fou. Il y a Lotomba qui ne sera pas gardé. Euh, Alors, Dante, juste alors Dante, Alric, juste un mot ouais. sur cette information pour Lotomba. Non, je vais pas m'exprimer parce que je vais m'énerver sinon. Continue, Romain. Euh, donc Lotomba, Dante, ce qu'ils aimeraient quand même, c'est qu'il passe un peu le relais. Euh, Après, donc j'essaie de faire poste par poste. Rosario, bizarrement, c'est pas une des priorités du club de le garder. Ils ont plus, ils sont plus chauds à garder Lemina que Rosario. Vas-y, je t'en. Quid de Atal du coup, parce que tu parlais de l'Automa, mais quid de Atal? Le problème d'Atal, c'est Bah, qu'il est blessé, donc pour le vendre, c'est compliqué. et puis Atal, pour l'instant, moi je pense que il va rester. Et après, en tout cas, moi on m'a pas parlé de le vendre. Après, je sais pas, hein, peut-être que ça m'est sorti, mais Ils ont de l'argent, mais ils Oh, ont de la merde. la fracture de la clavicule en novembre. Oh là. là, là je pourrais, là je sais pas. Et après, donc, pour finir, Kluivert pas gardé, Stengs, on lui cherche une porte de sortie, Dolberg pas gardé et Guessant pas gardé. Benitez. Est-ce que tu as des infos concernant Walter Benitez? Bah, bizarrement, on m'a pas dit qu'il était sur la liste des Il y a transferts. beaucoup de Ah, et rumeurs. Bulka, par contre, Bulka, on garde. Ouais, logique. Ah, bonne nouvelle. Mais après la surprise, bon, je te l'avais dit en off, mais je vais le redire là pour faire profiter un peu les gens. La surprise, ce serait Rosario, je pense. Ah oui. Ouais. Moi aussi, hein, ça a été une surprise. Après, ça veut pas dire qu'il va partir, mais en tout cas, La il tendance est. n'est pas à le retenir en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est Voilà. tous les poulains de l'écurie Rioula. Malgré tout, je pense que bah, sa disparition va jouer dans beaucoup de choses, hein. Je je sais pas. Alors, messieurs, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai vraiment ouvert l'onglet Twitter. Romain, t'as enflammé Twitter, Euh, donc Pancho, Oui, Pancho, désolé, je finis juste sur un truc. dis-moi. Par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport au projet, etc., enfin, en interne, ils aimeraient vraiment s'articuler sur Todibo, Thuram, Gouiri. Et c'est pas du tout à une tendance pour que ces trois joueurs partent, en tout cas au prochain mercato. Ok, ok. Et ni dans les années à venir, d'ailleurs. Ça a bugué quand il a parlé de Benitez, on n'a rien entendu. Est-ce que tu peux redire enfin, ce que tu disais sur Benitez, Romain? Apparemment, il y a eu un léger lag. Bah, Benitez, j'ai pas entendu qu'il était sur le départ. Ma foi, s'il n'a pas d'offre. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour sur toutes les informations autour de l'OGC Nice? On remercie Romain pour les mentions Twitter. Moi, personnellement, je vais donner mon avis par rapport à tout ce qui a été donné. C'est rassurant. Après, de dire que c'est un bien pour un mal lorsque tu perds une finale de Coupe de France, je trouve que c'est quand même une vision de l'échec qui ne me plaît pas forcément. Maintenant, À moins que tu confies, enfin, à moins que l'envie, ça soit enfin, d'accélérer le truc à tel point que tu fasses une finale de Coupe de France tous les ans. À ce moment-là, moi, je suis d'accord pour dire que c'est un mal pour un bien. C'est pas le cas aujourd'hui. alors apparemment on me dit que ça lag de fou, c'est compliqué, mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Mon stream n'a pas l'habitude d'héberger autant de personnes. Donc ne partez pas pour autant, mais je vais voir. Alors, le temps pour moi d'accueillir
notre supporter lillois, vous me dites hein, si ça fonctionne mieux ou pas. Tac. Hop là, parce qu'on va parler du match. Et oui, il y a eu un match. On a vite oublié que samedi soir, il y a eu un match. Par contre, il y en a un qui a passé un très très bon week-end sur la Côte d'Azur. A profité de la French Riviera, comme on l'appelle. Et en plus, tu es reparti avec la victoire. Alors, Erwan, je sais plus exactement si c'est Erwan ou Ervan. Erwan, Erwan. c'est le vieil gars du coup. Salut, salut. Donc, bon, t'arrives dans le chantier un peu au niveau de l'OGC Nice. On a parlé de beaucoup de choses. Bon, je remercie tout le monde d'être là. On n'entend plus rien. Les gars, c'est pas normal. Moi, de mon côté, j'ai aucun souci. Donc, je pense que ça vient de votre connexion qui doit être en ADSL. Voilà. Ah ouais, si ça peut que chez tout le monde. On a fait le tour, Romain. Juste pour information, je pense que tu as explosé ton nombre de viewers en direct. Ouais. Parce que on n'est pas loin d'une centaine là actuellement. Alors là, alors moi je suis à 83 sur Streamlabs. Il y a des bugs monstrueux, putain les gars. Merde. Je vais voir ce que je peux faire. Alric, tu connais Erwan, il me semble. Ouais. Vous avez fait l'émission du match aller. Et puis on s'est rencontrés C'est ça. lors du match samedi. Ah, vous êtes vus? Ouais. Ouais, on Ah, a fait super. le trajet retour ensemble dans le tram. Avec le Cap Lillois, c'était C'était bien sympa. Un déplacement plutôt positif. Pour toi, Erwan? Ouais, forcément, c'était la première fois que je faisais l'Alliance Riviera. Super stade, chouette stade, vraiment bien décoré. Ça change de notre stade Pierre-Mauron un peu froid. J'ai vraiment bien aimé que ce soit l'ambiance, que ce soit un peu l'amitié Nice-Lille qu'il y a. Enfin, on était vraiment tranquille. On a pu... L'amitié moyen, parce que l'année dernière, vous avez Ouais. laissé la victoire. Mais là, cette année. Ah bah ça, ouais, ça, pour le coup, j'y peux rien, moi aussi. Enfin, pour le coup, c'est pas que je supporte tennis, mais si on perdait ce match-là, ça me dérangeait pas du tout de perdre. Et du coup, ouais, forcément, un petit peu désolé pour vous, pour votre défaite, mais pour le coup, ouais, moi, j'ai quand même passé un bon week-end, et c'est vrai que on n'avait pas gagné, on a gagné un match sur les 2 derniers mois, avant ce match-là. Oh, Du j'avais coup, c'est pas, vrai que oh, ça... j'avais pas vu ces stats. J'avais pas vu ces stats. C'est affreux là. avec Jonathan David qui n'avait pas claqué un seul but en 2022, je le rappelle. c'est Ça, ça. c'est incroyable. Et Timothy Weah qui n'avait pas marqué depuis février 2021. Voilà. Oh là là. C'est le Dijon de l'année dernière, quoi. Enfin, sans vouloir vous rabaisser à Dijon. Romain, la caméra, c'est normal ou pas? Dis-moi. Oui, parce qu'il y a de l'activité Il y a derrière de moi. l'activité. Ok, pas de souci. Comme c'était notre connexion le problème. Ben, je sais pas, les gars, moi de mon côté, c'est ok. Euh, donc, ben, écoutez, nous, on va continuer comme ça. Je suis navré s'il y a des petites coupures. J'essaierai de faire les modifications, mais ça interviendra après le stream parce que là, on va pas partir sur ce délire-là. Les petites coupures. Voilà, c'est ce genre de petites coupures. On va parler du match, les gars, après toutes ces informations. Parce qu'il y a eu un match quand même samedi soir. L'OGC Nice, vous le savez, a perdu sur son terrain contre le LOSC, 3 buts à 1. Une ouverture du score. Une ouverture du score de Justin Kluivert qui a bien lancé la première mi-temps de l'OGC Nice. Et puis ce trou béant en deuxième mi-temps, 20 minutes où Nice a été complètement absent. Et puis un troisième but de Timothy Weah anecdotique en contre. Alric, j'ai envie de dire, à l'image de notre saison, cette fois-ci on a bien joué en première mi-temps, on a mal joué en seconde mi-temps, on perd un match crucial dans la lutte à l'Europe et on n'a plus notre destin en main. C'est une semaine, si on englobe la finale de la Coupe de France, apocalyptique. Est-ce que tout va bien pour toi, Alric? Après, ce match de Lille, c'est le parfait miroir du match contre Saint-Etienne qui s'était passé 3 jours avant. Parce que c'était contre Saint-Etienne, je le rappelle, tu fais une première mi-temps dégueulasse et tu fais une deuxième mi-temps absolument fantastique puisque tu claques 4 buts. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive cette saison. Et contre Lille, en fait, tu fais exactement l'inverse.
C'est-à-dire que tu fais une très bonne première mi-temps où tu retrouves cet OGC Nice de début de saison qui est fort dans la projection, qui se crée beaucoup d'occasions, qui a été très fort dans les petits espaces, le jeu à une touche de balle. Enfin, on s'est quand même créé 5 occasions très franches en première mi-temps, dont le but de Justin Kluivert. Et en seconde mi-temps, tu as cette occasion d'Amin Gouiri qui n'a pas fait son plus mauvais match dans sa disette des matchs ratés. Il faut savoir aussi que. Et je t'entends plus, Pancho, je crois. Voilà. Non, je disais simplement qu'il avait été très bon sur sa première mi-temps, vraiment très intéressant. Peut-être son meilleur match Depuis la depuis... 22e journée. Depuis la 22e journée, puisque c'est le dernier match où il a été décisif. Du coup, il avait même réussi contre Saint-Etienne à casser cette période de non réussite, puisqu'il avait fait une passe décisive, et donc il était redevenu décisif pour la première fois depuis 15 matchs. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu fais une très bonne première mi-temps avec un joli but de Justin Kluivert. J'ai envie de l'appeler Patrick à chaque fois, mais non, c'est Justin. Et en seconde mi-temps, tu as cette occasion d'Amin Gouiri que tu n'arrives pas à convertir. Et après, tu as l'erreur de Melvin Barr sur la transversale de je ne sais plus qui, mais tu nous diras, Erwan, le nom du joueur qui m'échappe. Et à partir de ce moment-là, en défense, ça a été catastrophique. On a paniqué. Melvin Barr était plus dans son assiette alors qu'il faisait un bon match. Et puis Lille a été clinique puisqu'il vous faut, je crois, 4 tirs, 3 buts. Ouais, 4 tirs cadrés, ouais, c'est ça. Incroyable quand même. Donc ouais, c'est à l'image de notre saison où tu fais du tout, tu fais du bien, tu fais du moins bien, tu fais du catastrophique. Maintenant, il est clair qu'à la mi-temps, quand tu mènes 1-0 et que tu regardes les résultats qui étaient en vigueur à ce moment-là, tu es troisième à 2 points du deuxième. Et clairement, on s'est tous dit, même toi, Pancho, quand tu es venu nous voir, parce qu'on s'est rencontré, Pancho, pendant ce match, on s'est tous dit à ce moment-là, ouais, mais en fait, c'est bon, les joueurs ont compris, ils étaient enfin à l'endroit, on va faire une fin de saison de fou. Et à la fin du match, tu es sixième, potentiellement septième, si tu ne réussis pas ton match la semaine prochaine. Catastrophique. Catastrophique cette deuxième mi-temps. Et c'est vrai que étrangement, dans cette saison, tu démarres bien. Tu démarres vraiment très bien cette rencontre. Tu te procures énormément d'occasions. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Pour moi, le tournant du match, c'est cette tête de Delors. C'est-à-dire qu'à 2-0, Le double poteau, le bien sûr. double poteau, à 2-0, pas que le match il est plié parce qu'on est l'OGC Nice et on sait que. Voilà. Mais, à 2-0, c'est plus le même match. C'est-à-dire qu'en Non, première mi-temps, tu dois mener 3-0, tu rentres au vestiaire à 1-0. Et puis, ouais, une défense fragile, un milieu de terrain. Alors, on n'en a pas parlé, mais le milieu de terrain s'est fait complètement bouffer. Pour moi, c'est tactique, c'est-à-dire que ça expose encore une limite de ce dispositif tactique-là, où avec deux seuls milieux de terrain, c'est quand même très compliqué de contenir. Il y a un joueur au milieu de terrain, moi que j'ai adoré, Erwan, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans les top flops, mais c'est Angel Gomez, que j'ai trouvé très performant dans un rôle que je ne le connaissais pas, parce que c'est normalement un joueur plus de côté ou plus haut sur le terrain. Et là, il s'est retrouvé à jouer numéro 8. Euh, donc, est-ce que Il a été déjà, très bon, c'est vrai. il a été très bon. Romain, est-ce que tu es d'accord pour dire que cette tête de Delors, c'est le tournant du match? Bah oui, tu peux, même si on est Nice et qu'on connaît nos faiblesses, mais après, tu gagnes 2-0 à domicile contre Lille qui a plus rien à jouer et qui avait un peu la tête dans le seau. Je pense que voilà, ça aurait parachevé le match. On aurait vécu différemment la deuxième mi-temps. Là, avec toutes les occasions loupées, forcément, ça les laisse dans le match. Et puis bon, bah voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Et en plus, on perd la seule stat bénéfique qu'on avait en Europe, c'était le fait d'avoir marqué en premier. Normalement, on perdait pas un match. Et ben là, on l'aura perdu le match. Puis surtout, tu encaisses 3 buts contre Lille, tu encaisses 2 buts contre Saint-Etienne. Si je calcule bien, ça fait donc 5 buts en 2 matchs. La défense était peut-être une de tes seules certitudes sur cette saison. Et puis sur ce dernier sprint, on a Ça des, s'effrite.
ça s'effrite complètement. Alors Todibo, pour le coup, a gardé cette régularité ces dernières semaines. Par contre, il y en a un qui est un peu plus dans le dur. C'est Dante, à l'image de ce troisième but où il paraît vraiment à, ouais, il paraît vraiment à contre-courant. Ça a l'air Et d'être un peu compliqué. je vais même te dire un truc. Moi, j'ai entendu un truc et je sais plus où je l'ai entendu, mais je sais plus si c'était par le club ou je sais plus. Mais en tout cas, Galtier a énormément de soucis par rapport à ça parce que Dante, bon, il fait une deuxième partie de saison qui est pas top. Et en fait, il est obligé de jouer vachement plus bas qu'en début de saison. Parce que bah, si ça part dans le dos, bah, ça part, quoi. Et du coup, ça a été un handicap aussi pour le bloc qui devait être plus bas que ce que Galtier aurait aimé et ce qu'on était en début de saison. Donc, je dis pas que tous les mots sont résumés par rapport à Dante, c'est bon. Mais en tout cas, ça fait partie apparemment de ce manque de jeu, etc. C'est que le bloc est beaucoup plus bas, mais pour justement pallier certaines carences qu'on aurait pu voir du côté de Dante. Après, voilà, c'est pas mon analyse, je l'ai entendu, je sais plus. Putain, je sais plus qui c'est qui m'a fait part de cette analyse, je sais plus du tout. Alric, un petit mot peut-être sur Dante, en difficulté ces dernières semaines. On en parlait un peu dans la rubrique un peu mercato de Romain tout à l'heure. Potentiellement numéro 3 l'année prochaine, avec un top défenseur central à côté de Todibo. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sauf erreur de ma part, Romain n'a pas dit qu'il serait numéro 3. Romain a dit que Dante serait enclin à laisser un peu plus de place. Ça ne veut pas dire qu'il sera numéro 3. Ceci dit, il n'y aurait rien d'étonnant à ça. Moi, j'ai juste envie d'un truc. C'est purement symbolique, c'est parce que je suis un malade mental des statistiques. Je veux qu'il atteigne juste la barre des 200 matchs sous le maillot rouge et noir. Il y est pas loin. Je crois qu'il est à 5-6 matchs. Il y est vraiment pas loin. Je veux qu'il la défonce l'année prochaine. Après, non, plus objectivement, effectivement, Dante a eu plus de mal à ta défense, en fait, hein, sur cette même deuxième partie de saison, parce que tu prenais là, depuis plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, presque mois, tu prends des buts que tu prenais pas en début de saison. Tout n'est pas du fait de Dante, d'ailleurs, parce que Todibo a eu un sacré passage à vide où il faisait beaucoup de fautes qui étaient pas dans son habitude, où il n'était pas toujours au top du top. Et après, Dante qui soit en difficulté, rien d'étonnant. Je rappelle que c'est un joueur qui a 38 ans, qui est en Hmm. fin de carrière. Il a prolongé parce qu'il a fait une très bonne saison ensemble. Je rappelle qu'on est quand même la meilleure défense du championnat. Et Dante n'y est pas étranger. Et donc, je pense qu'effectivement, il a peut-être un peu plus de mal parce que bah, ça doit commencer à tirer physiquement, parce que il a peut-être un peu plus de soucis, parce que peut-être que Todibo ne le soutient plus autant qu'en début de saison. Et il est peut-être plus obligé. Et surtout, bah, lui, il a aussi une difficulté, c'est que sur ses quelques dernières fautes, il a quand même pris des cartons rouges. Donc maintenant, il se méfie un peu, je pense. Peut-être. Il y a aussi cet élément. C'est que faut pas oublier que sur ces derniers matchs, c'était il n'y a pas si longtemps, bah, le mec a quand même pris 3 cartons rouges consécutifs et il s'est peut-être dit à un moment donné, ok, bah, ils sont tarés en France, donc je vais peut-être me calmer. Après, franchement, si tu veux parler de ce troisième but lillois, il intervient à 80 et quelques minutes, c'est en fin de match, il est purement anecdotique. Oui, mais malgré le fait qu'il soit anecdotique, il faut quand même voir l'action. Je pense que tu as revu la rediff. Ouais, bien sûr. C'est. Alors, Ouais, bah, ça intervient en fin de match. Peut-être il était peut-être un peu cramé. Mais waouh, il tente un dribble qui fonctionne pas et il se fait prendre dans le dos, bon, c'est clair. Mais bon, ça, quand tu perds 2-1 et que tu es en fin de match et que tu n'as pas réussi à marquer, de toute façon, un de plus ou un de moins. On est d'accord là-dessus. Euh, Erwan, ce match, je pense que tu as été très surpris de l'issue. Non pas que Lille ne méritait pas forcément de gagner, mais quand on se retrouve à 2-1 à l'heure de jeu pour Lille, on se demande tous dans le stade, mais comment Nice a pu se saboter autant cette rencontre. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du stade à- Enfin, ouais, en tant que supporter lillois déjà, et puis dans le contenu, à ton avis, enfin,
Qu'est-ce qui a manqué peut-être à Nice et qu'est-ce que Lille a peut-être mieux fait dans la rencontre? Ouais. Bah déjà moi du stade j'ai un peu la même impression que vous, c'est qu'à la mi-temps je me dis pourquoi ça fait, enfin comment c'est possible que ça ne fasse pas 4-0 déjà. Enfin entre le poteau de Delors, entre les quelques interventions de Jardim, Nice qui a quasiment la main mise sur le ballon. Enfin pour le coup j'ai pas suivi énormément Nice cette saison au-delà des matchs contre Lille, mais c'est le même système, enfin Galtier a le même système qu'on avait à Lille. Et sur la première mi-temps, j'ai jamais vu une équipe de Galtier jouer aussi bien. C'est-à-dire toucher le ballon, des circuits en une touche de balle, descentes qui réussissent, enfin, des frappes. Enfin, vraiment, pour le coup, j'avais vraiment été impressionné par Nice en première mi-temps. Et je me suis dit, bah, c'est foutu, on va paumer, et puis basta, quoi. Et je saurais pas dire, du coup, enfin, je sais pas après que de votre côté ce que vous pensez, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un excès de confiance au retour des vestiaires? Puis, tu as un coaching de Gourvenec, enfin, pour le coup, très surpris par Gourvenec positivement parce que t'as le côté gauche, ça n'allait pas du tout. En Timothy Weah qui est offensif, en Gudmundsson qui défensivement prenait l'eau. Au final, il change tout à la mi-temps. Un Jonathan Bamba qui prend la place côté gauche, du coup, qui est un offensif, mais qui fait les efforts défensifs. Un Bradaric, du coup, pour remplacer, pour le coup, c'était vraiment le pari parce qu'on n'a pas vraiment d'autres arrière-gauche. Zegrova qui sort, du coup, qui n'était pas tranchant offensivement. Et puis là, on vous fait douter tout de suite avec la frappe de Nana, puis le but de David, pour le coup, pour un mec qui n'a pas marqué depuis je ne sais combien de temps, il sort quand même une frappe bien sympa quand même, un pas, enfin il a quand même un pas d'avance, quoi. Donc je sais pas comment il fait. Après, je sais pas, on a flambé. Puis comme tu disais, je pense qu'on a eu un gros milieu de terrain aussi. Tu parlais d'Angel Gomez. C'est vrai que Angel Gomez, c'est plus un offensif, hein, pour te dire. La dernière victoire, la victoire d'il y a 2 mois dont je parlais, c'était à Nantes. Angel Gomez était aligné en numéro 9. Là, du coup, numéro 8, du fait des blessures, suspension. Donc, c'était vraiment un tout nouveau rôle pour lui. Un peu, forcément, du mal à la récup, hein, mais vraiment, au niveau des passes, c'est justement lui qui fait la transversale, qui est D'ailleurs, sur cette adorable. transversale-là, alors, du stade, elle est belle, Mm. mais l'impression quand même que Barre peut peut-être mieux faire hein, dans l'appréciation de la trajectoire. Ah bah ouais. Ouais, non, clairement, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Bah, en fait, les 3 buts, j'ai pas compris. Enfin, que ce soit Barre, l'interception, après j'ai regardé le match, je fais, ouais, il a vraiment craqué. La faute de main de Benitez sur le deuxième but, On n'en a pas parlé, mais et elle est elle importante. elle est grosse quand même. Enfin, pour le coup, c'est lui qui fait pas une frappe de nul. Et même le troisième, après, vu du stade, moi je pensais que c'était Dante qui la remettait à Wea. Mais pour le coup, ouais, c'est Liadji qui fait une belle passe, mais même sa remise de la tête juste avant, je me dis, peut mieux faire quand même. Enfin, c'est vrai qu'on a on a été chirurgicaux, on a pu profiter de vos erreurs. Alors, je sais pas si c'était de manque de concentration, excès de confiance, mais c'est vrai que c'est un match très spécial, hein, une sensation très spéciale des tribunes, parce que déjà totalement improbable. Puis forcément, la plupart en tribune, du coup, voulaient que Nice gagne. Donc bon, on a fêté les buts, hein, quand même, évidemment, mais bon, un peu compliqué. Et puis nous, de toute façon, gagner ce match, à quoi ça nous sert? Ouais, on va finir 10e, mais bon, entre Mais 10e et c'était, mais 11e. c'était peut-être une petite revanche aussi envers Galtier. Ah, ça, ça, je t'avoue que Christophe Galtier, pour le coup, j'ai aucune pitié pour lui. Pour le coup, puis en plus, il continue encore sa guéguerre dans les Ouais, transferts. d'ailleurs, enfin, on n'en a pas parlé parce que pour le coup, ça sort de nulle part. Mais la sortie sur Olivier Létang, c'est un cheveu sur la soupe. Il règle ses comptes par presse interposée. C'est ridicule. Alric et Romain, vous avez sans doute vu cette déclaration. Ça intervient alors que la fin de Ouais. saison, elle est pas encore bouclée. Là, pour le coup, enfin, règle tes comptes au pire en off ou après la saison, on s'en fout, mais laisse-nous tranquille, parle du jeu, quoi. Bah, moi, j'ai rien vu de tout ça, donc j'ai aucun avis. D'accord. Romain, est-ce que tu as vu Non, la. ouais. Moi, Ouais, c'était. non, vite fait, je Ouais, pense. j'ai vu la déclaration, c'était merde. Ouais, enfin Il bon, il pense a qu'à eu sa encore une. gueule, il en a rien à foutre du club. Voilà, ouais, c'est ça. Donc au bout d'un moment, ouais, je pense qu'il avait autre chose à faire qu'à faire cette déclaration.
Après, je sais pas trop enfin, si on sait à peu près ce qui s'est passé entre les deux. Mais bon, je pense que l'autre, il a bien fait chier comme votre président. Donc, euh, donc après, bon, voilà. Je pense que la frustration de la saison et tout, il y a tout qui est ressorti en boucle. Et le fait de perdre contre Lille 3-1 alors qu'on avait la troisième place en début de deuxième mi-temps, Ouais. je pense que c'est un tout qui a fait qu'il a pété son câble. Et puis bah, voilà, c'est un tempérament un peu chaud. Après, il avait peut-être pas à le faire. Mais bon, après, bon, ouais, voilà, ça m'a fait sourire, mais c'est vrai qu'après, dans le fond, ouais, il ferait mieux de faire autre chose plutôt que rentrer sur ce terrain-là. Mais bon, il l'a fait. Voilà, on en rigolera dans un mois. Et j'espère qu'on pourra en rigoler. Euh, L'Europe est toujours en ligne de mire. Il nous reste ce match à Reims samedi soir, Alric. On n'a plus notre destin entre les mains. Est-ce que tu y crois? Bah, il y a deux scénarios possibles. On les a énoncés, on les a évoqués dans Copéglon. Si tu veux, je te les redonne. Ah bah écoute, pour nos auditeurs et puis pour nous-mêmes, ça peut être intéressant, effectivement. Il y a donc l'Europe est encore possible mathématiquement, mais l'OGC Nice n'a plus son destin entre ses mains. Tu as deux possibilités, c'est-à-dire que tu peux finir cinquième, te qualifier pour l'UEFA Conference League si Strasbourg ne gagne pas et que toi tu fais soit une victoire, soit un match nul. Il faut absolument pas, par contre, que Strasbourg et l'OGC Nice soient à égalité de points parce que là, tu te fais battre en termes de différence de but. Et tu peux te qualifier encore en Europa League si tu gagnes à Reims. Donc ça, c'est la première grosse condition, que Rennes perd et que Marseille gagne contre Strasbourg. Sachant que Rennes va jouer contre Lille. Erwan, si tu peux passer un message. Ah ouais, Voilà. vraiment. Ah bah, je sais pas si vous savez, mais Rennes, en fin de saison 2007, c'est un peu la même configuration. On n'a plus rien à jouer. On perd 1-0 et dernière minute de jeu, tu as le joueur qui ne marque jamais, qui égalise. On Eh prive bien, Rennes de Ligue des Champions. Et je sens que l'histoire va se répéter. mais du coup, moi, ce que je crois être le plus plausible en termes de scénario, c'est que on gagne pas forcément à Reims. On peut faire même match nul. Je vois même presque un match nul de dépit, voire un 0-0 tout pourri. Mais par contre, ce dont je suis quasiment certain, et peut-être que je vais me planter en beauté, mais alors ce sera bien fait pour ma gueule, mais j'en suis certain que ça ne se passera pas comme ça, c'est que Marseille gagne son match contre Strasbourg. Pourquoi? Parce que Marseille actuellement n'est pas deuxième, et Marseille veut sa deuxième place. Et je suis convaincu qu'ils vont tout donner encore plus à domicile pour battre Strasbourg. Je rappelle qu'au match aller, Marseille avait battu Strasbourg à la Méno. Malgré le beau discours de Julien Stéphan à la fin du match de Strasbourg, à la fin du dernier match contre Strasbourg où ils avaient gagné 1-0, je crois, je veux bien croire que Marseille, eux, ont peut-être en travers de la gorge le fait d'avoir perdu un match contre Rennes et voudront se racheter devant leur public le dernier match de la saison, la deuxième place, la qualificative directement pour la Champions League. Voilà, c'est sûr. Par contre, attention à Monaco qui, par contre, risque de gagner son 10e match consécutif. Et ça À, peut compliquer les à choses. Monaco, je pense ils sont partis pour terminer la saison en C'est bombe sûr. complètement. Donc, Brest, quand ils étaient menés 2-0, bon, on savait quand j'ai vu le match, le score à la mi-temps 2-1 pour Monaco, je dis ah, allez, c'est fini, parce qu'ils vont gagner. Mais il faut savoir, c'est des échos que nous a donné Jérôme Brossard cette semaine, lundi, quand on l'a vu dans Copéglon, que personne n'était inquiet quand il y avait 2-0 pour Brest au Louis II, parce que les Monégasques savaient très bien qu'à tout moment ils pouvaient marquer. On a bien vu ce que ça a fait. Ben Yedder en a planté 3 et c'était terminé, quoi. oui, effectivement. Romain, toi, tu vois quoi là comme scénario possible pour cette fin de saison? Je te demande pas ce que tu espères, parce que je suppose que tu espères Non, l'Europa League, mais tu penses que ça ouais. va se jouer comment? Moi, je trouve que le scénario de Alric, il est pas mal. Parce que je ne nous vois pas gagner à Reims, vraiment, hein. Un match nul, de dépit, comme il disait. Mais je pense, ouais, je vois plus un match nul. Et après, moi, je vois plus la Conférence League, par contre. Voilà. Parce que je vois pas Marseille perdre contre Strasbourg. Mais après, moi,
voilà, si les investissements sont faits comme on en a parlé tout à l'heure, etc., la Conference League me fait moins peur. Mais l'année prochaine, ce qu'il faut savoir, c'est quand même il y a la Coupe du Monde au Qatar et que pendant 2-3 mois, tu vas jouer tous les 3 jours. Et faut avoir un effectif conséquent, sinon t'exploses. Tout à fait. Et voilà, j'avais un petit peu peur là-dessus. Je me disais, tant qu'à faire, autant de rien jouer. Moi, je voulais l'Europa au minimum. Bon, mais si voilà, si tout s'enclenche comme il est prévu de s'enclencher, je pense qu'on aura un effectif conséquent pour jouer sur tous les tableaux et pourquoi pas voilà la Conference League. Disons que ça me rassure plus, voilà. À savoir une chose que, je ne sais pas si vous le savez, mais on nous l'a dit dans Copé Glon lundi, qu'à la fin du match contre Lille, Damien Reich, un des membres de la communication de l'OGC Nice, a donné les résultats aux joueurs de l'OGC Nice et les joueurs étaient complètement abattus. Mais comme rarement cette saison. Genre, c'est comme si on avait perdu une deuxième fois la finale de la Coupe de France. La défaite contre Lille a fait mal dans les têtes, encore plus parce que les résultats de nos concurrents directs étaient totalement en notre défaveur au final. Donc, moi, ce qui me fait poser question et ce qui me permet pas de voir le l'OGC Nice s'imposer à Reims, c'est l'état mental des joueurs. Il reste encore un match à tirer. Ils ont peut-être certainement pas envie. Ils connaissent les enjeux, mais il faut voir dans quel état ils vont arriver à Reims. Reims qui aura certainement rien à jouer, c'est clair, mais qui voudra peut-être pas passer pour des clowns devant leur public. Donc, victoire, il peut y avoir, à condition uniquement que les joueurs soient prêts mentalement. S'ils sont là pour faire de la figuration, match nul ou défaite. Je suis d'accord avec ça. Et si on gagne à Reims, que Marseille gagne contre Strasbourg et que Rennes fait match nul contre Lille, T'es pas quatrième. si t'es quatrième. Ah non, différence de but. Aïe, 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 aïe. Ah, il faut absolument que Rennes perde pour terminer quatrième. Mais attends, mais les temps, il va sortir l'équipe de U16 avec ce qu'il a dit Galtier, là, c'est mort. Il a tout niqué, Galtier. Vous voulez une petite stat pour vous rassurer sur Rennes quand il joue à Lille? Allez, hein. On prend. Sur les 65 dernières années, Rennes n'a gagné qu'une seule fois à Lille. C'était 2018, la première de Galtier à domicile pour Lille. Sinon, j'ai pas le ratio, mais chaque année, on gagne contre eux, à domicile quasiment. Tu sais, l'année dernière, Dijon a gagné très peu de matchs. Hein. Ah oui. 3. Ils en ont gagné 3. Dont 2 contre l'OGC Nice. 2 fois contre nous, voilà, c'est ça. Et avec un but de Yacine Bendia, je vous le balance comme ça. Oui, on tient de la maison. C'est ça. De l'école lyonnaise, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Aussi. Écoutez, l'objectif, je pense, l'objectif naturellement, c'est l'Europe. On va pas cracher dans la soupe si c'est la Conference League. On n'a pas un historique suffisamment important avec la Coupe d'Europe pour se permettre de dire que la Conference League, c'est pas important. Dans mon esprit de supporter trou du cul, ça reste la Wish Cup. Donc ça me ferait un peu chier, mais bon, c'est mieux que Ouais, rien. mais regarde l'Olympique de Marseille. Tu commenceras à jouer en juillet, hein, je rappelle. Oui, non, mais ça, c'est. Enfin, je veux dire, si ton mercato il est bien fait, il est qualitatif, il est quantitatif et il est surtout dans le bon timing, t'as pas de. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir la préparation aussi physique à ce moment-là. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la Conference League et qui ont vu, ah bah tiens, l'Olympique de Marseille est en demi-finale. Ah bah moi, ça me ferait kiffer de voir mon club en demi-finale de Coupe d'Europe, Ah même non, si c'est la mais Conference League. Hein. si on arrive à suivre en termes de mercato et préparer ton projet pour que ça soit cohérent et qu'on fasse pas la visite des monuments comme on en a l'habitude à chaque fois qu'on y va de manière très sporadique, mais d'accord. Par contre, si tu commences à jouer fin juillet, début août, parce que je rappelle que la Ligue 1, ça démarrera entre le 5 et le 7 août prochain. Si tu démarres la Conférence League fin juillet, mais que les joueurs que tu veux recruter, ils te disent ah bah non, on ne sait pas comment ça va se passer pour vous, donc on attend. Et si c'est pour aller en Moldavie pour ton premier match avec les U16, pour un barrage, je suis moyen chaud, quoi. On verra.
On verra. Messieurs, top flop de la rencontre. Romain, est-ce que tu as des joueurs que tu souhaiterais mettre en avant d'une manière positive ou pas? Oula. Euh, Kluivert. Tu peux dire Kluivert, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors Voilà. Kluivert qui réalise quand même, qui a réalisé une belle prestation, ponctuée Il a levé d'un. tout seul. Hein. Exactement, comme tu l'as tweeté, Alric. Un vrai message, je pense, à la direction et aux décideurs de l'issue de son contrat. Est-ce que c'est joué, tu penses, Romain, pour Kluivert? Est-ce que Oui, c'est joué? D'accord. oui. Fait chier. Fait chier. Mais bon. Hmm. Ouais, clairement. Mais non, non, apparemment, c'est joué à 90%. Et je tenais à mettre quand même dans les tops Boudaoui, que j'avais plus vu à ce niveau-là depuis un certain temps. Et voilà. Alric, est-ce que tu as des Ouais, joueurs? dans les tops Kluivert, forcément, il fait un match dans l'ensemble très bon, enfin, dans l'ensemble bon, et une très bonne première mi-temps, qui se conclut par un joli but. Euh, Andy Delors, qui n'a pas marqué, mais qui a été très très actif, qui aurait mérité que sa putain de retourne acrobatique elle finisse au fond. Et après, bah, jusqu'à son erreur, j'aurais dit Barre si elle n'avait pas existé. Mais Boudaoui, ouais, j'ai envie de dire Boudaoui, c'est un joueur que j'aime pas spécialement, mais sur ce coup-là, ouais, il a joué le jeu à fond. Et chose à noter, parce que je critique depuis qu'il est arrivé, mais Brahimi a effectué sa première frappe à l'OGC Nice Ouais, mais par contre, si on en fin de enlève match. sa frappe, la rentrée de Brahimi, elle est cataclysmique. Elle est peut-être Horrible. critique, mais je retiens. Je pense que c'est pire que les rentrées de Stengs où le mec se faisait allumer sur les réseaux à tir-larigot. Là, il a Alors, fait, je pense, la pire rentrée de tous les remplaçants de l'année. alors peut-être, mais il y a quelque chose que Sky a soulevé, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'à partir du moment où il est rentré, toutes les attaques passaient par lui. Ok. Et Bah, donc, et donc, mais il n'était pas inactif, il était recherché, il n'a pas fait les choses bah, correctement. encore heureux, le mec, il est frais comme un gardon. Naturellement qu'on va l'exploiter. Stein, t'as l'impression que quand il rentre, toutes les attaques passent par lui. Ah, donc en fait, la différence, c'est qu'il est plus servi. Bah moi je suis désolé, s'il est plus servi et qu'il il arrive à rien faire, bah je sais pas, justement on lui fait confiance et enfin là pour le coup justement il a plus de munitions à se mettre sous la dent quoi. Oui, ça rend pas ça rend pas ça rend très bonne, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis, on aurait pu dire qu'elle était cataclysmique parce qu'on ne le voyait pas, mais qu'on l'a vu. Il n'a pas fait les choses bien, mais on l'a vu. Contrairement à Il aurait d'autres. mieux fait de rien faire, le pauvre. Parce que Pardon. là, il aurait mieux fait de rien faire, le pauvre. Oui, non, c'est sûr, mais après, contrairement à d'autres joueurs qu'on réclame, enfin, que les supporters le réclament qu'il ait du temps de jeu, alors que le mec fait quand même 1,90 m, c'est presque 100 kilos, et qu'il est capable de tomber dans un duel aérien. Enfin, je veux dire, bon, voilà. D'accord, On est d'accord. ouais. Là-dessus on est d'accord. Moi j'aimerais, avant de te donner la parole Erwan sur les performances, Amine Gouiri. Parce que on l'a descendu depuis 2-3 mois. Alors oui, il avait été décisif contre Saint-Etienne parce qu'il fait la passe décisive à Barre, mais c'est Barre qui se donne le but tout seul. Hein. Ça, y a rien à dire là-dessus. Mais Gouiri a fait un bon match, très intéressant, je trouve. Ouais, Romain? Non, j'ai rien dit. Ah ok, excuse-moi, je pensais que tu voulais prendre la parole. Euh, très intéressant, j'ai trouvé dans le cœur du jeu. Il a bien mené les attaques, il a apporté du lien entre le milieu de terrain et l'attaque, et ça a manqué énormément. Donc, Énormément. Il a manqué de réussite parce que les occasions, il a juste les créer. Mais là, je pense qu'il a manqué de réussite parce qu'en fait, il est tellement englué dans sa période de disette qui a été compliquée, qui a été longue, où il a été ballotté à gauche, remis dans l'axe, que le mec, ce qu'il aurait tenté en première intention, bah, là, il a fait 3 crochets de trop. en fait, il a fait beaucoup de choses bien, mais tu sentais quand même que dans le dernier geste, ben, c'est un joueur qui est plus vraiment en confiance, qui va plutôt opter pour une frappe coup de pied bien forte, bien Andy Delors, alors que peut-être qu'il y a quelques semaines,
il aurait peut-être un peu plus enroulé, il aurait cherché la lucarne. Un peu comme son but à Brest, je ne sais pas si vous vous rappelez les gars, où il arrive en fin de match et d'une facilité, incroyable, il arrive à ajuster le portier. Donc ouais, un petit plus pour le match de Gouiri. Barre, si tu enlèves cette erreur qui te coûte l'égalisation, c'est encore un bon match. Delors, égal à lui-même, toujours présent. En flop, on n'en a pas parlé, mais moi je suis désolé, Benitez sur le deuxième but, alors du stade, Ah oui, oui, oui. j'avais pas vu ça comme ça, mais j'ai revu les images. Le deuxième but, il est pour lui, il est 100% pour lui. Donc voilà, des petites erreurs mises bout à bout. Alors, il a rapporté des points cette saison, mais selon moi, il en a aussi coûté. Il faut aussi le dire. Et puis, vous avez parlé de Kluivert, ouais, la rentrée de Brahimi, on en a parlé, cataclysmique. J'ai bien aimé la rentrée de Guessant, qui a apporté. Non, 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 c'est une blague. C'est bon, ça a été l'homme invisible, de toute manière. Alors, tu sais quoi, Mais Romain, déjà c'est très dur ce que tu dis, parce que lorsque tu compares la rentrée de Guessant et les performances de Dolberg, en l'espace de 2 minutes, Guessant, il a fait le double, voire le triple de ce que fait le même Dolberg. profil de joueur. Je suis pas d'accord qu'on puisse dire ça. C'est pas le même Sur profil. ce match-là, Alric. Ce n'est même pas le même profil de joueur. Ils n'ont pas la même pointe de vitesse, ils n'ont pas le même physique, ils n'ont pas la même activité, mais c'est normal. Mais ça, on l'a jamais compris à l'OGC Nice, que Dolberg, c'était un mec, il est efficace que quand il campe dans les 16 mètres ou dans la surface de réparation. On l'a jamais compris. On ne l'a jamais compris. Et pour te dire à quel point on l'avait jamais compris, les rares fois où on l'a compris, attention, je vais remonter un peu en arrière, c'est lors de la saison 2019-2020, il y a un joueur qui s'appelait Arnaud Luxemba. C'était son passeur attitré, le mec. Il lui filait les ballons dans la surface ou aux 16 mètres, et le Dolberg, il marquait. Alors après, il y a eu tout ce qu'on connaît, mais bon, j'en reviendrai pas dessus. Dolberg, il n'a jamais été mis dans les meilleures conditions pour jouer. Donc au bout d'un moment, au-delà des difficultés extrasportives, et je fais partie de ceux qui l'ont lâché maintenant, depuis la finale. Mais je veux bien croire que le mec, à mon avis, il dit, écoutez, j'arrive pas à jouer dans votre plan de jeu, je sais pas ce que vous me demandez de faire, j'y arrive pas. Et le problème, c'est que comme ton joueur, c'est le plus cher de ton histoire en termes de transfert, eh ben, tu es plus ou moins obligé de le mettre sur le terrain. Bon, là, ça fait 2 matchs que Galtier ne le fait même plus rentrer, au même titre que. Non, j'allais dire une bêtise. Il ne fait plus rentrer du tout. Donc, c'est un message que tu envoies pour dire bon, ben, garçon, tu vas t'en aller, il n'y a pas de problème, tu vas rejoindre un autre club. Mais tu ne peux pas comparer l'apport de Guessant et de Galtier. Et de Dolberg. Parce que Dolberg, je suis certain que si les 3 quarts du temps, il était aux abords de la surface et on lui donnait juste les ballons pour qu'il les marque, il les marque. Mais c'est obligatoire. Et là, le problème, c'est qu'on lui a tellement demandé d'avoir de l'activité, que c'est à contre-courant de son style de jeu, Là, je suis d'accord. ça marche pas. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Et puis, effectivement, alors déjà, on a parlé de Arnaud Loussamba dans cette émission. Je pense que déjà, il faut juste le souligner, qui était un bon joueur à l'OGC Nice. Enfin, en tout cas, sur le tard, mais oui. sur le tard, effectivement. Mais oui, il y a une dimension tactique. Mais au même titre que l'entraîneur doit s'adapter au talent des joueurs qu'il a sous la main, le joueur doit aussi s'adapter aux demandes de l'entraîneur. Et c'est vrai que dans l'attitude, quand le mec il te sort en conférence de presse que ça fait 7 ans qu'on lui dit les mêmes choses par rapport à son comportement, c'est que le mec en fait il était juste pas compatible avec ce qu'attendait Galtier. Voilà. Donc on va s'en mordre les doigts lorsqu'il va partir de Nice. Mais bon, c'est comme ça, il faut regarder vers l'avant, quoi. Ou pas, on va peut-être pas s'en mordre les doigts. Mais, Je pense qu'il va claquer. Je sais pas où est-ce qu'il va atterrir, mais je pense que ça va être un joueur qui va claquer. La douzaine, quinzaine de buts qu'il a dans les pattes tout le temps. Il n'y a qu'à voir les buts qu'il a marqués cette année. Il y a un penalty, je crois. Le reste, c'est que des actions de renard des surfaces. C'est vrai. Messieurs, Erwan, juste, on a parlé d'Angel Gomez. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui... Tu as parlé du coaching de Gourvenec. Ouais. Le ton que tu as employé, c'était une assez bonne surprise, qui était agréable pour... Très bonne Est-ce que, surprise. est-ce que tu peux juste... Voilà, peut-être un petit ressenti global de la saison de Lille.
On sait que, enfin, on a vu beaucoup de choses relayées sur les réseaux. Ça n'a pas été une saison évidente. Est-ce que tu peux juste voilà, nous donner un peu ton ressentiment, autant sportif que ce qui a pu se passer en interne, notamment envers les joueurs? Ok. Ressenti sportif, bah déjà en fait quand tu perds 3 derbys du Nord face à Lens, déjà tu peux pas, ça peut pas être une très bonne saison. Après ouais le ressenti, déjà je pense qu'on a, comment dire, je peux expliquer, bah ça reste une déception quand même, c'est parce qu'on a un effectif qui peut clairement, qui aurait pu clairement rivaliser avec tout le monde à part Paris. On l'a vu sur des matchs, enfin, comme Marseille par exemple, on leur avait roulé dessus. Bah, le match de samedi par exemple, on avait vraiment une qualité à tous les niveaux de jeu. Et au final, bah, tu te retrouves 10e. Et c'est même pas la Coupe d'Europe qui te fait perdre de l'énergie parce qu'au final, quand on se fait éliminer par Chelsea, on va gagner 3 jours après contre Nantes et on se retrouve 6e. C'est Hmm. vraiment les 2 derniers mois en fait. C'est 2 premiers mois catastrophiques, 2 derniers mois catastrophiques. Donc forcément, tu finis sur un goût pas vraiment d'inachevé. Après, ce qui s'est passé en interne aussi, forcément, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont des envies d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont faire leur dernier match samedi, ne serait-ce que Burak Yılmaz. Bon, on avait Gerbit qui va repartir, Sheka, Jérémy Pied, Zeki Seic qui va partir, Botman, Renato Sanchez. Est-ce qu'on sait Et où est-ce qu'il va partir, Botman? Botman, Milan tient la route. Normalement, c'est très certainement fait avec Milan, mais il faut faire gaffe aux offensives de Newcastle. Et apparemment, Manchester United serait rentré dans la danse aussi. Ok. Du coup, voilà. Bah, sachant que ouais, Milan AC, ça va devenir le LOSC parce que Renato, il se dirigerait aussi vers Milan aussi. Sachant que tu as déjà Ouais. Léo, Mélian, enfin voilà, quoi. Et voilà. Et du coup, après, ouais, j'en veux pas forcément à Gourvenec, car je pense que les joueurs ont leur part de responsabilité aussi. Ils ont choisi leur match, clairement. Les gros matchs, ben, ça allait, ça jouait. Les matchs un peu moins prestigieux, ça jouait moins bizarrement. Alors je sais, c'est pour ça que samedi, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les déclarations de Galtier qui les ont piqués? Ou est-ce qu'ils se sont dit, bon, on va quand même bien finir parce qu'on en a marre de se faire siffler, qu'il n'y ait pas d'ambiance à domicile, parce que du coup, depuis le match contre Lens, ça a été Strasbourg-Monaco, c'était grève du coup, grève d'encouragement. Incroyable. Incroyable Ouais. les images des supporters dans les tribunes de Pierre Mauroy en mode plagiste, Marcel. C'était incroyable. Franchement, Ah, et encore, je crois qu'ils n'ont pas montré à la télé la chenille. C'est exceptionnel. Donc voilà. Mais après, je pense que maintenant, bah, faut pas ressasser le passé. Ça arrive, faire une mauvaise saison. L'année prochaine, ça repartir d'une feuille blanche. Un truc que j'ai pas dit aussi, je pense que la transition Lopez-Létang aussi a été mal digérée par certains. Parce qu'on est passé, on a quasiment tout l'effectif qui a été recruté par Gérard Lopez, avec des promesses astronomiques, des salaires avec des variables très imposants. Et Olivier Létang, il est arrivé, on avait 370 millions de dettes. ah Donc oui, Olivier Létang, il est arrivé, il a dit je coupe tout. Et je sais qu'il y en a avec qui c'est mal passé, d'autres avec qui c'est mieux passé, comme José Fonté, là, qui serait proche de prolonger, par exemple. Mais l'année prochaine, au moins, ceux qui veulent partir, ils vont partir, ils ont leur bon de sortie. Maintenant, à la cellule de recrutement de bosser pour nous bâtir une équipe compétitive. Alors, je ne sais pas si dire viser l'Europe, c'est quelque chose de sensé parce que je ne sais pas ce que vaudra l'effectif l'année prochaine, mais au moins des joueurs qui mouillent le maillot et qui en donnent et qui ont envie de jouer pour le club. effectivement. Ok. Ok, ok. Alric, J'avais une question ouais, vas-y. pour Erwan. C'est Yes, Erwan, ça? c'est ça. Est-ce que Galtier, quand il était à Lille les saisons précédentes, il gueulait un peu de partout et on pouvait, on pouvait des fois se dire putain, c'est un peu une pleureuse quand même, Galtier. Mais est-ce que ça gueulait de partout? Enfin, tu as des échos si dans le club, en gros, c'est vraiment une grande gueule dans le club, quoi, ou s'il fait sa canisse.
Bah écoute, à Lille, non, pas de souvenir particulier. Même pas de souvenir qu'il ait pleuré tant que ça. Après, tout ce que je sais, c'est que ouais, dès que Lopez s'est fait débarquer et que Olivier Létang est parti, ça a clashé tout de suite. Enfin, les deux, ils peuvent pas se voir. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que dit Galtier. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais justement, c'était plutôt un coach de caractère. Coach aussi, quelque chose que j'aimais beaucoup chez lui, c'est que il avait une capacité d'autocritique vraiment incroyable. C'est-à-dire après une défaite, un mauvais résultat, même s'il y avait des erreurs d'arbitrage, j'ai l'exemple de Lille, Saint-Étienne-Lille, où on se prend un pénalty totalement imaginaire. Et ben, il se présente en conférence de presse, il dit pas on s'est fait voler un pénalty, c'est j'ai pas été bon, j'ai fait les mauvais choix, j'ai fait le coaching tardif. Enfin, pour le coup, vraiment, j'avais rien à. Enfin, pour son parcours à Lille, j'ai rien à lui reprocher. Après, c'est plus le après, mais ça, c'est une autre histoire. Ok, d'accord. Ouais, non, puis c'est vrai qu'à Nice, après, peut-être que c'est peut-être un club moins structuré que Lille. Ouais. Même, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Mm. Et que lui, c'est vrai qu'il débarque de Lille,